Bienvenue dans ce cours sur les verbes modaux en anglais du niveau débutant. Tu es prêt? C'est parti. Le premier verbe modal appartient à la catégorie des conseils et c'est should. Alors, je vais te présenter les deux usages principaux de should. Mais avant, sache qu'il y a des exercices qui sont connectés à toute la théorie que tu vas apprendre aujourd'hui, pour être sûr de l'absorber, pour être sûr qu'elle passe en mémoire long terme, car c'est très intelligent, il me semble, de faire des exercices directement après avoir appris de la théorie grammaticale dans une langue. Et donc, clique sur le lien dans la description pour obtenir les exercices correspondant à la théorie des verbes modaux en anglais. Usage numéro 1. Donner conseil ou donner une opinion. On peut utiliser should pour donner un conseil, donner une opinion, comme « You should read Clara and the Sun ». Tu devrais lire le livre Clara et le Soleil. « You shouldn't believe everything you read ». Tu ne devrais pas croire tout ce que tu lis. Ici, tu remarques que la version de should n'est plus positive, elle est négative. « You shouldn't »,« You shouldn't ». Et on a une version contractée de should. La version qui n'est pas contractée, qui est plus formelle, serait should not. You should not believe. Et c'est utilisé dans un contexte plus académique. Donc, c'est vrai que la majorité du temps, tu vas entendre shouldn't. Shouldn't est plus courant. Shouldn't est plus rapide à prononcer. Shouldn't est plus fluide. Troisième exemple. I think we should have faith. Je pense qu'on devrait avoir la foi. Deuxième type d'usage, quand quelque chose ne va pas, quand on a une vision d'une situation telle qu'elle devrait être et que cette vision se voit perturbée par un événement, should peut être pertinent à utiliser. Par exemple, she should be here, but she is not. Et on pourrait interpréter cette phrase comme étant une phrase qui est une opinion. She should be here. In my opinion, she should be here. Mais ce n'est pas tout à fait la nuance que should communique ici. Should communique ici une nuance qui est que quelque chose ne se passe pas comme prévu. She should be here, but she is not. Donc, il n'y a pas vraiment de rancœur. C'est simplement un constat. Ensuite, on a It shouldn't be so difficult. Ça ne devrait pas être aussi difficile. Et encore une fois, on a la même nuance. Si je donne mon opinion et que je dis « It shouldn't be so difficult in my opinion, in my estimation ». It shouldn't be so difficult. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'usage qui vient d'être communiqué. Mais cet usage qu'on communique ici, quand quelque chose ne va pas, on constate que quelque chose n'est pas comme ça l'est normalement. On continue. La deuxième catégorie de ces verbes modaux, c'est la catégorie des aptitudes, des compétences. Can, could. L'usage, savoir-faire. They can read. Congratulations to them. On peut utiliser aussi cette aptitude dans le passé. Par exemple, they could swim very well, but they drowned. Ils pouvaient nager très bien, mais ils se sont noyés. Malheureusement, ils ne sont plus là et donc ils ne peuvent plus nager. Mais ils nageaient très bien. Quelle ironie. Ensuite, on a « We couldn't do anything to save them ». On n'a rien pu faire pour les sauver. « We couldn't do ». « Could not », c'est une autre alternative. On a vu tout à l'heure « shouldn't »,« should not ». « Couldn't »,« could not ». C'est la forme qui n'est pas contractée de could à la forme négative. On n'a rien pu faire pour les sauver. We couldn't do anything to save them. Deuxième usage, c'est avoir conscience. She can smell the stargazer lily from here. Elle peut sentir le lys d'où elle se trouve. She can smell. Tu sais, quand je dis she can smell, je ne suis pas en train de dire qu'elle a développé quoi que ce soit en termes de temps, d'investissement pour avoir cette aptitude, de pouvoir sentir les choses. Mais ça reste quand même une aptitude. I can see a lily in the sky. La catégorie numéro 3, c'est la catégorie des permissions. Avec can,
could, may. Les exercices t'attendent toujours, il y a un lien dans la description, pour t'assurer de pouvoir utiliser tous ces modos que tu es en train d'apprendre aujourd'hui. Alors, premier usage. Pour cette catégorie, on a demander ou obtenir la permission de faire quelque chose. Par exemple, Can I go to the moon? Can I go to the moon, please? Can we all go, Captain? Peut-on aller sur la Lune? Est-ce qu'on a l'autorisation d'aller sur la Lune, capitaine? Ou alors, une demande polie ici, plus polie. Quand on demande de l'argent ici, forcément, on est plus poli. Sauf si on a un bandit ou un gangster. Auquel cas, on ne sera absolument pas poli, on sera violent et persuasif. Dans ce cas-ci, c'est poli. Could you give us 350,969,209,864 rubles? Une demande polie. Deuxième usage. On peut utiliser ces demandes ou le fait d'obtenir la permission au passé et on utilisera la même forme pour un usage formel. Par exemple, They couldn't leave the classroom. They couldn't leave the classroom. Ils ne pouvaient pas sortir de la classe dans le passé. Le deuxième exemple est différent. On a un usage poli, formel. Could you give them 2 rubles? Could you give them 2 rubles? Et enfin, usage numéro 3, un usage très formel, et c'est le plus formel qu'on puisse utiliser dans ce cas. May I see your fake passport, sir? Puis-je voir votre faux passeport, monsieur? May I see? May I, c'est vraiment puis-je en français. Et donc, en anglais, c'est quand même beaucoup moins exotique. On a simplement le modal may. May I see your passport, please, sir? Before your butt. On continue. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des obligations. Donc, must, have to. Premier usage. Une forte obligation. Passengers must remain seated at all times. La différence qu'on va avoir entre must et have to, qu'il faut bien comprendre, c'est que must va concerner une obligation qui en théorie est imposée par nous-mêmes. I must finish this task. Quand je dis I must finish this, je dois terminer cette tâche, je dois accomplir cette tâche. On est en train de se mettre une pression interne. Mais si je te dis I have to finish this task, ça implique qu'il y a une pression externe. D'accord? Que quelqu'un d'autre me dit que je dois accomplir cette tâche ou que quelqu'un d'autre m'a assigné cette tâche. Et donc ici, c'est une nuance très intéressante à comprendre à ton niveau, je pense, de développement de ton anglais. Une forte obligation ou une nécessité. Passengers must remain seated at all times. Ici, tu pourrais penser que c'est la compagnie aérienne qui t'oblige à être assis pendant tout le vol, mais c'est dans ton intérêt. Tu sais, c'est très subtil. C'est dans ton intérêt de rester assis pendant tout le vol. Que faire en cas de turbulence? Tu sais, si tu es en train de porter des plateaux avec peut-être des coupes de champagne, tu sais, 4 coupes de champagne sur l'un et 6 coupes de champagne sur l'autre, et tu marches dans l'allée de l'avion, comme ça, et il y a une turbulence. C'est dans notre intérêt de rester assis. Passengers must not drink for the entire flight. Interdiction aux passagers de boire pendant l'entièreté du vol. C'est ça que ça communique. Ici, on a must not, et tu peux contracter bien sûr et dire mustn't, comme on l'a vu avec should not, shouldn't, could not, couldn't, must not, mustn't. D'accord? Ensuite, on a passengers must not feed the dinosaur. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Les passagers n'ont pas l'autorisation, interdiction aux passagers de nourrir le dinosaure. Et ensuite, passengers must not cry during the flight. Les passagers ne peuvent pas pleurer pendant le vol. Interdiction aux passagers de pleurer pendant le vol. Et ensuite, usage numéro 2, obligation provenant d'une pression extérieure, d'une personne extérieure, d'une organisation extérieure. Ce n'est pas quelque chose qui est motivé par ta volonté. Au départ, c'est quelque chose qui est motivé par une force extérieure. Have to. Why do I have to go to the grocery store again? Si tu imagines que quelqu'un te dit d'aller au supermarché ou à l'épicerie, ici grocery store, et que t'as pas envie d'y aller, c'est une pression externe bien sûr qui est appliquée sur tes épaules et tu dis
Why do I have to go to the grocery store again? Autre exemple, I don't have to go to the morgue today. Et ensuite, you don't have to sell your body to the night. Si tu connais Sting, tu connais cette parole. Tu n'as pas à vendre ton corps à la nuit. Tu n'as pas à te prostituer. Force extérieure, have to. Motivation qui est motivée par un désir interne, must. On continue. Dernière catégorie, c'est la catégorie des possibilités. Avec may, might, can, could. C'est ici que les exercices sont particulièrement utiles, les exercices qui sont fournis avec cette vidéo, parce que tu t'aperçois à quel point c'est nécessaire de voir les exemples en contexte pour pouvoir différencier may et might, can et could. Cette capacité s'acquiert en pratiquant, avec les exercices qui sont fournis bien sûr. Le lien est dans la description de cette vidéo. Premier usage. C'est possible, mais c'est incertain. Par exemple, they may come by car. Ils pourraient venir en voiture. Il y a une nuance entre may et might, comme on va le voir ici. They might be at home. Ils pourraient être à la maison. La différence, c'est que may implique une probabilité plus grande et might une probabilité plus mince. Et donc, they may come by car. On a peut-être 60% de chances qu'ils viennent en voiture. They might come by car. On a peut-être 40% de chances qu'ils viennent en voiture. If we don't hurry, we could be late. Alors ici, on est toujours dans le même niveau de probabilité que might. D'accord? Donc, ils sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas vraiment de nuance entre might et could. D'accord? John may, might, could be in his office. John pourrait être à son bureau. This kitten may, might, could be dangerous. Ici, j'aimerais encore aborder une nuance entre this kitten may be dangerous, tu sais, 60% de chances que ce chaton soit dangereux, avec la phrase suivante qui est this puppy can be dangerous. Can be dangerous, ça implique qu'il a déjà été dangereux dans le passé, et donc il y a vraiment un sens de devoir se méfier du chien. He can be dangerous. This puppy can be dangerous. Contrairement à may be dangerous. On l'a jamais vraiment vu en colère, le chien, si on dit may, might, could be dangerous. Mais on pense peut-être qu'il pourrait être méchant, peut-être qu'il grogne. Mais this puppy can be dangerous. Ça veut dire qu'il a déjà mordu, d'accord? C'est ça la nuance. Et donc c'est l'usage numéro 2 qui termine cette vidéo. Affirmation générale à propos de ce qui est possible. It can be very cold here in the winter. Il peut faire très froid ici durant l'hiver. Pas de possibilité ou d'incertitude ici. C'est simplement le fait que c'est une vérité générale, une affirmation générale à propos de ce qui est possible. Donc si tu es dans le nord de la Suède, par exemple, et que tu dis « It can be very cold in here in the winter », tu te doutes que c'est une affirmation générale, qu'il fera de toute façon froid pendant l'hiver. C'est une affirmation générale. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère que ça a été très clair pour toi. J'espère que maintenant tu es prêt à faire des exercices pour consolider toute cette connaissance et t'assurer que tu puisses l'appliquer en contexte pour qu'elle te soit utile quand tu parleras avec des natifs anglais, quand tu pratiqueras l'anglais à l'école, au lycée, à l'université, je ne sais pas où tu pratiques l'anglais. Un grand merci pour ton attention et on se voit dans une autre vidéo. Salut!